Oui, bonjour, comment vous allez? Je vais excellemment bien. Vous-même? Par la grâce de Dieu, on se maintient. Et que Dieu nous aide tous. Amen, amen, Et amen. qu'il nous accorde aussi toute sa mansuétude. Amen, amen, amen. Ok. Donc, je vous laisse la parole. D'accord, merci Je beaucoup. vous en prie. Je salue toute la classe. Mhm. Euh, allô? Oui, allons, on vous écoute. D'accord, je salue toute la classe. Mhm. Je dis bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire. Mhm. Alors, sans plus tarder, je vais y aller. Mhm. Nom de code 225 2806 2023. Heureux de retrouver encore pour nous instruire. Je veux saluer la mère Massiata Blanc pour son génie et ses beaux tests qu'elle produit tous les jours. Merci maman et encore bravo. Chers élèves de la classe, écrivons tous bravo, chère mère Blanc. Les examens en Côte d'Ivoire sont à leur phase finale avec le baccalauréat. Bonne chance à tous les candidats. J'ai vu les résultats du certificat d'études primaires et élémentaires. Je voulais saluer tous ces instituteurs et institutrices qui ont travaillé à obtenir ce résultat. Merci à vous, dignes combattantes et dignes combattantes. Sur 638 171 candidats, 454 886 ont été admis, soit un taux de 71,28%. Merci à la ministre Marie Toukoné, ministre auprès de son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Si votre enfant n'est pas parmi ces 71,28%, c'est que c'est un vaurien, c'est un futur babou. Alors, taux de réussite, taux de participation, ont voté, ont obtenu. Il y a certains Ivoiriens qui sont allergiques à ces mots-là. Dites-moi, je constate qu'il y a des absents aujourd'hui à mon cours. Je les appelle. Monsieur Katinan, vous êtes absent à mon cours. Votre présence aurait été nécessaire pour nous faire montre de vos qualités. Vous, cet homme pluridimensionnel dans la bêtise, tantôt économiste en papier, tantôt agent de la nouvelle société des eaux du PPACI, chers Ivoiriens, bientôt vous aurez de l'eau minérale dans vos robinets. D'abord à Abidjan et ensuite sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Bande de vauriens. Chers élèves de la classe, je vous sais brillants, compétents, alors nous allons y aller. Qui peut me donner la définition de la dogue? Je demande à ma nièce, Malonsi Savané, de nous donner cette définition-là. Je pense que c'est la direction de l'orientation des bourses. Ok. Merci, ma nièce. À ce sujet, nous voulons saluer le gouvernement par décret numéro 2023-04 du 4 janvier 2023 portant procédure de paiement des bourses d'études et ses coûts financiers en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Cette décision-là a soulagé nos enfants des villes, des villages et des campements par le truchement des opérateurs mobiles de percevoir cette bourse-là. Les déplacements engendraient, puisque les déplacements engendraient des dépenses. Merci à son Excellence Alassane Dramane Ouattara et merci aussi à Maman Kaïda Kone Soukoulé. Elle se reconnaîtra sûrement. Qui d'autre peut me donner une autre définition? Je vous mets sur la voie. C'est un terme technique en économie. Qui veut essayer? Même Marguerite Aki, vous voulez essayer? Non? Qui d'autre? Le roi du printemps? Vous voulez essayer? Non. Alors, nous allons faire appel au parrain, M. Maris Koudou, qui va sûrement vous venir en aide.
M. Marius Koudou, allez-y. Je pense que la DOB, c'est le débat d'orientation budgétaire. Très bien. Bravo. Chers élèves de la classe et chers EPV, voilà le sujet d'aujourd'hui que nous voulons proposer à la nation ivoirienne. Et pour nous aider, nous avons en triplex le vice-président de la République, M. Kone Meïle Timoko, le Premier ministre, M. Patrick Achi, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Sanogo Moussa. Bonjour, M. le vice-président de la République. Bonjour, M. le Premier ministre Patrick Achi, M. le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau podcast gouvernemental et à l'occasion de ce rendez-vous consacré au débat d'orientation budgétaire. C'est M. le ministre Sanogo qui a le plaisir de nous instruire sur la DOB. Pour commencer, M. le ministre, qu'est-ce que c'est que la DOB? Je tiens à saluer le vice-président de la République et M. le Premier ministre, Patrick Achi. Alors la DOB est un exercice de dialogue entre le peuple représenté par l'Assemblée nationale et le gouvernement. Ce débat d'orientation budgétaire se tient sur la base d'un document, la DPPEP, qui est le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle. Donc, c'est l'occasion qui est offerte dans un souci de gouvernance inclusive, participative au peuple représenté par les députés à l'Assemblée nationale de pouvoir donner leur avis sur l'orientation que le gouvernement veut donner en ce qui concerne la programmation budgétaire sur une certaine période. Merci, Monsieur le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Monsieur le ministre, il est vrai que son nom peut être indicatif, mais que contient ce document de programmation? Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel contient les principales recettes fiscales et non fiscales, les ressources de trésorerie qui servent à financer les dépenses par nature, mais suivant aussi leur programme. Puisque c'est désormais un budget programmé, et donc quand le gouvernement a élaboré ce document, il est soumis à l'Assemblée nationale par un débat d'orientation budgétaire. Et l'Assemblée nationale analyse d'abord, décortique le document que l'on lui-même lui a soumis, fait ses observations, donne ses avis et enfin fait des recommandations que le gouvernement prendra en compte dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons permettre à l'élève la plus brillante de notre classe, des EPV, de poser sa question. Monsieur le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, je suis Madame Blanc et voilà ma question. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous décrire les axes à l'issue du dernier débat d'orientation budgétaire? Merci Madame. Les principaux axes qui ressortent de la DPEP se sont alignés sur la feuille de route du gouvernement. D'abord, l'harmonie sociale, la paix, la sécurité, la croissance économique et la cohésion de l'administration. Et enfin, sur la modernisation de l'État au travers de la digitalisation pour mieux recouvrer les recettes de l'État. Pour 2023, le projet de budget de l'année enregistrait une hausse de 13,8% par rapport à un budget de 2022 pour s'établir à 11 000 milliards, 212 milliards, 212,1 milliards de francs CFA. Ce niveau devrait conduire par s'accroître pour atteindre 12 000 milliards, 876,7 milliards de francs CFA en 2024 et 13 milliards, 513 milliards de francs CFA en 2025. Pour 2023, nous avons consacré plus de la moitié du budget à renforcer l'inclusion sociale et à garantir la paix. En ce qui concerne le deuxième axe, qui est donc
de dynamiser l'économie en s'appuyant sur les forces, notamment les secteurs de la production, nous avons consenti 33,25% du budget. En ce qui concerne l'axe 3, elle consistera à moderniser notre pays, d'une part, et le budget alloué de 15,73% lui a été accordé. Monsieur le ministre, nous constatons que plus de la moitié du budget a été consacré au social. Quels sont les éléments qui motivent ce choix-là? Vous savez que nous sommes dans une période où l'inflation est un défi pour tout le monde entier, en raison des multiples chocs que l'économie mondiale a subis. D'abord, le Covid-19 et la guerre en Ukraine. Donc, le gouvernement avait à sa tête son excellence Alassane Dramane Ouattara a essayé de répondre à ces défis-là, afin d'atténuer les impacts de cette inflation sur la vie et le quotidien de ses citoyens. Monsieur le ministre, quelle va être la prochaine étape consacrée à l'élaboration du budget? Merci. Avant l'élaboration du budget lui-même, il y aura ce qu'on appelle la lettre de cadrage, comme nous avons soumis la DPPEP au débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Nous allons maintenant tenir compte pour affiner et présenter ce qu'on appelle une lettre de cadrage macro-budgétaire. Et cette lettre affecte d'ores et déjà par axe et par secteur, par ministère et institution, conformément au DPEP. Monsieur le ministre, la classe, d'accord, vous remercie pour toutes ces informations. Nous retenons qu'à la suite de la lettre de cadrage macro-budgétaire, des budgets ont été alloués à plusieurs ministères. Et nous avons fait un micro-trottoir et donné la parole à vos citoyens ivoiriens qui ont des questions pour nos différents invités. Je suis M. Monet Kouadio Laurent. J'ai été cadre à la mairie de Makori, aujourd'hui à la retraite. En un mot, devant le Premier ministre, quel est votre état d'esprit? Je suis stupéfait et en colère. Allez-y donc. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, au travers de son travail, nous a convaincus sur les grands axes de développement de notre pays. Nous savons que chaque ministère a reçu un budget de fonctionnement. Monsieur le Premier ministre, nous avons tendu nos mains, mais hélas, elles sont restées vides. Il est écrit « Aidez-vous et le ciel vous aidera ». Depuis des années, quand les élections sont proches, ils viennent solliciter nos voix dans ces petits quartiers, tels que Ouféville, Air France, Koko, Agnossou et j'en passe. Je voulais dire tous les quartiers de la Côte d'Ivoire. Mais une fois élus, les populations se débrouillent, abandonnées à elles-mêmes. Et avec la saison des pluies, au lieu que ce soit les élus terrestres qui doivent reprofiler ces petites voies entre les quartiers, ce sont plutôt les élus du ciel, avec ces pluies diluviennes, qui déterminent le tracé des voies entre ces quartiers-là. Alors nous attendons la réponse du Premier ministre, sur cette question-là. Sinon, aux prochaines élections, nous ferons confiance à des candidats indépendants. Trop, c'est trop. Nous sommes allés de déception en déception, et cela a altéré la confiance entre la population et les différents conseils régionaux. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas trop loin de la rupture. Pour moi, tous ces anciens élus locaux doivent laisser la place à une nouvelle génération d'hommes. Monsieur le Premier ministre, vous avez présenté votre budget à la nation. Mais pour moi, il y a ceux qui gagnent, les actifs, les chefs d'entreprise, les plus riches, et il y a ceux qui se sentent floués, lésés, mal aimés. Il y a les perdants du bédisme, les perdants du babouisme, et maintenant les militants du RDR, que l'on traite de mendiants.
Quand vous avez une jeunesse qui est au-dessus du seuil de la pauvreté, qui essaie au quotidien d'améliorer, pour ne pas dire sa vie, cette jeunesse a placé beaucoup d'espoir dans le plan Marshall mis en place par M. Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le Premier ministre, ces jeunes-là, aujourd'hui, éprouvent des difficultés quant à la mise en place de cette politique-là. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu comme solution? Je vous remercie pour la parole que vous me donnez. Je salue le Premier vice-président Kone Tchemoko Meile, Monsieur le ministre Sanogo. Il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. C'est vrai, son Excellence Dramane Ouattara a pris plusieurs mesures pour ces populations. Mais je vous assure que nous travaillons tous les jours d'arrache-pied pour accompagner cette jeunesse. Mais cette fois-ci, c'est de façon pratique, tout en nous appuyant sur l'éducation, la formation, investir dans les compétences. Et quand ces compétences sont décelées, il faut les accompagner. Voilà un peu ce en quoi nous travaillons. Je vous remercie. Alors, chers élèves de la classe, nous allons remercier nos différents invités. Dis merci au vice-président, dis merci au Premier ministre, dis merci au ministre Sanogo et dis merci aussi à tous les élèves de la classe. Pour terminer, Monsieur l'éclaireur, mon père me disait toujours que dans ce bas monde, il y a une priorité. Une toute question qui nous amène à vivre et à survivre. Cette question-là est que les Ivoiriens puissent se la poser honnêtement et sincèrement. Lorsque un élu viendra à vous pendant ces périodes électives-là, posez-lui la question, qu'est-ce que je gagne? Ou du moins, qu'est-ce que nous gagnons? Voilà un peu l'éclaireur, ma petite participation d'aujourd'hui. Je vous remercie. C'est nous qui vous disons merci infiniment. Merci de nous avoir éclairé, d'être parti de sujets aussi simples pour aborder les questions économiques avant d'en arriver à la conscientisation même des populations. Et ça, vraiment, il faut en avoir dans la tête pour pouvoir le faire. Et ça, nous tenons à vous dire merci infiniment pour cela. Et j'allais surtout m'attarder un peu sur le dernier aspect. Nous irons en période d'élection. Les élections, c'est vous choisir vos dirigeants, des personnes en qui vous placez confiance pour qu'ils améliorent, sinon pour qu'elles améliorent, pardon, votre lendemain. Ces personnes seront soit dans vos conseils régionaux ou seront parmi les maires que vous vous aurez assignés. Mais le grand maître vient de poser une question. Il n'y a pas de honte à vivre mieux. Il n'y a pas de honte à demander que votre condition de vie soit améliorée. Les politiciens qui viennent à vous, qui vous disent « Faites de nous des élus », eux-mêmes là, s'ils ne gagnaient rien dedans là, ils n'allaient pas faire. Pourquoi c'est vous qui avez honte de dire « Il n'y a pas de château d'eau dans notre village, il n'y a pas de maternité dans notre village, il n'y a pas de route dans notre village ». Toi qui estimes que tu es un homme grand, qui est un homme qui veut avoir la caution du peuple, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as déjà fait? C'est vraiment important, chère population. Ça, ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de responsabilité de vous-même, les populations. Toi, tu es au village là-bas. On n'a pas payé ton anacarde. Il faut demander à celui qui dit de l'élire comme maire au conseil régional. Là. Toi, tu as quelle responsabilité dans la nation? Est-ce que vous n'avez pas la capacité de parler aux dirigeants? C'est vrai, on me dira, mais ce n'est pas un produit qui est utilisé en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que toi, l'élu, tu n'as pas aussi un rôle, même sans être quelqu'un même qui est élu, en tant qu'un intellectuel, si je suppose, tu n'as pas un rôle d'éduquer ton peuple, de lui dire, l'anacarde là, c'est pas mauvais, mais en réalité, voilà aussi les conséquences. Donc, ne cultivez pas 100% anacarde, faites 40% anacarde, faites 50% de nourriture pour vous-même, et puis les 10% là, vous faites quelque chose d'autre avec. Comme ça, là, si on ne paye pas anacarde, vous avez la nourriture.
Si on paye ANACAD, vous avez l'argent et en même temps, vous avez aussi l'argent et la nourriture à côté de vous. Voilà comment un homme qui se dit intellectuel, un homme qui veut prendre le destin de son peuple en main, doit être capable de diriger ce peuple-là, même s'il n'est pas élu. Est-ce que nos politiciens, est-ce que nos dirigeants, est-ce que ceux qui estiment être en position de pouvoir cogiter, réfléchir sur l'évolution du monde, prennent le temps de se dire, il y a des questions existentielles, il y a des questions qui sont liées à notre vie. Nos populations ne peuvent pas comprendre cela. Est-ce que nous assumons la responsabilité de leur expliquer cela par anticipation? On n'a pas dit de ne pas cultiver en ANACAD, mais depuis très longtemps, nous autres, notre voix était minoritaire, mais on a dit que c'est un exemple que je prends, hein, tout comme le cacao et autres, ces cultures-là ne vont nous conduire qu'à la perte. Voyez-vous comment un peuple, sur plus de 60 ans, peut continuer à produire quelque chose que lui-même ne consomme pas. Quelque chose qui ne change rien dans sa vie. Parce que quand vous prenez le sac de cacao, ce que le paysan gagne en réalité, si l'État perdait, l'État n'allait pas continuer. Si les grands négociants internationaux perdaient, ils n'allaient pas continuer. Mais pourquoi vous voulez que ce soit toujours les paysans qui perdent? Et aujourd'hui, c'est le cas flagrant de l'ANACAD. Est-ce que cultiver l'ANACAD, c'est une mauvaise chose? Non. Est-ce que cultiver l'EVA, c'est une mauvaise chose? Non. Mais est-ce que faire cela et puis se condamner toi-même à ne pas avoir de la nourriture, est-ce que c'est une décision intelligente? Je dis pas du tout. Et en tant que des intellectuels, en tant que des personnes qui peuvent réfléchir d'elles-mêmes pour produire quelque chose, on attend aussi tous ceux qui disent qu'ils sont là à l'école. Essayez d'aider nos populations. Expliquez-leur les choses clairement pour leur dire, ANACAD là, aujourd'hui si on paye c'est bien. Vous dites que c'est plus facile à faire, mais est-ce que vous avez pensé à demain? On n'a pas besoin d'être maire pour pouvoir dire aux gens ce qui peut être bon pour eux. On n'a pas besoin d'être conseil régional. Mais si au-delà, on devient maintenant des élus, en ce moment, il faut être capable d'assumer. Et pour assumer, je vois très mal quelqu'un venir nous dire, quand je serai élu, je vais faire ça. Mais tu n'as pas été élu. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Donc, c'est du chantage que tu fais alors. Parce que si tu n'es pas élu, ce que tu es en possibilité de faire, tu ne le feras pas. Et ça, c'est un langage qui doit déjà avertir les populations comme un drapeau rouge. Donc là, si lui, on ne lui donne pas ce que lui veut, lui ne va jamais s'occuper de ses propres parents pour leur permettre de connaître le développement comme les autres régions. C'est pourquoi les candidats qui vont aller vers vous, chère population, ne vous contentez pas que ce soit RHDP, PPACI, PDCI, n'importe quel candidat, prenez le temps de leur dire qu'est-ce que vous avez fait. C'est mieux de juger quelqu'un sur ce qu'il a déjà fait, même si c'est petit, que de juger quelqu'un sur ce qu'il nous promet. On a trop promis aux populations. Pendant trop longtemps, vous avez promis à nos grands-parents. Vous avez promis à nos parents. Vous nous avez promis nous-mêmes. Vous n'allez pas continuer à promettre à nos enfants. Parce que ce qui est étrange, une fois élus, leur vie change. Eux, ils brillent. Ils sont bien. Mais toi qui allais voter, tu reviens et tu te retrouves en train de te plaindre. Ah non, ils nous avaient promis ceci, ils nous avaient promis cela. C'est parce que tu as accepté qu'on joue avec toi. À un certain moment là, c'est à toi maintenant d'imposer. Si un candidat vient vers vous, même s'il est RHDP, dites-lui, bon, trop parler là, c'est trop difficile. Tu vois, Alassane Ouattara là, avant de devenir président là, il a fait beaucoup de choses ici. Tout le monde connaît. Tu es d'accord avec ça? Surtout les candidats RHDP. S'il dit non là, c'est que c'est très bien. Il n'a pas cœur de dire que c'est faux. Vous lui dites là, il n'a qu'à citer tout ce qu'Alassane Ouattara a fait avant de devenir président. S'il est courageux et s'il est garçon, il n'a qu'à dire que quand Alassane Ouattara n'était pas président de la Côte d'Ivoire, il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. S'il fait ça là, vous allez connaître son vrai niveau. Or, tout le monde sait qu'Alassane Ouattara a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire et il a même facilité des prêts lorsqu'il était au FMI, tout comme dans les grandes institutions. Et il a toujours utilisé ton image pour aider la Côte d'Ivoire quand elle était en difficulté avec les institutions financières internationales. Et il en a fait plus. Nous en savons d'autres, nous n'en savons surtout pas beaucoup. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi là, toi tu n'es pas encore devenu maire là, ou même conseil régional là, tu as fait quoi? Est-ce que tu as scolarisé des enfants du village pour qu'eux aussi deviennent un jour des cadres comme toi? Est-ce que tu as pensé
à l'avenir du village ici, pour essayer de faire en sorte que les autres villages ne soient pas plus dans le développement que nous. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer d'encadrer la jeunesse, même si ce ne serait-ce qu'à travers des conseils et des encouragements? Si la réponse est rien là, méfiez-vous de la personne. C'est que la personne ne va rien produire de bon. Parce que, chère population, pendant trop longtemps, vous vous êtes laissé distraire. Vous vous êtes laissé dans le vent. Mais ça, c'est vous-même qui avez décidé de cela. Et il est temps maintenant que vous puissiez vous ressaisir pour demander ce qui vous revient de droit. Et ces élus-là viennent pour travailler pour vous. Mais malheureusement, quand vous leur donnez des postes électifs, eux, leur première priorité, c'est de chercher d'abord à bourrer leur compte en banque, à devenir des dictateurs sur vous et finalement à se moquer de vous. À un certain moment, il faut avoir le courage de dire, si tu ne gagnes rien dans quelque chose, là, il faut cesser. Est-ce qu'on ne dit pas que la vraie folie, c'est cette personne-là qui fait la même chose en pensant obtenir un résultat différent? Quand quelque chose ne marche pas, ça ne marche pas. Et quand tu ne gagnes rien dans quelque chose, il n'y a pas pire folie que de continuer à être perdant. Dans la vie, là, quand les choses sont bien émises, chacun doit gagner pour son compte. Et donc, c'est très important, chère population. Ces élections ne sont pas simplement des élections pour élire des gens qu'on aimerait voir, pour élire des gens qui sont de notre tribu, pour élire des gens qui sont du même parti politique que nous, mais c'est aussi l'occasion aux populations de montrer que nous-mêmes, là, on a grandi et que politique, là, on connaît aussi dedans maintenant. Et ça, si on vous explique ça simplement comme ça, là, il faut que vous adoptez ce comportement-là pour que les politiciens changent. Pour que c'est ça qui va faire que les détournements, c'est ça, parce que le grand maître a parlé d'économie, tout. C'est ça qui va faire que les détournements vont diminuer ou même vont même disparaître. C'est ça qui va faire que les politiciens vont se dire, ah, là où le peuple est arrivé aujourd'hui, là, de la manière ils réfléchissent là, ils sont plus prêts, on ne peut plus les tromper comme avant. Et une fois que eux-mêmes ils seront arrivés à cela, vous allez voir que leur comportement va changer. Ils vont maintenant devenir un peu plus corrects vis-à-vis de vous, les populations. Maintenant, aux politiciens perdus, qui voguent dans le vent et qui pensent que les rengaines du passé, ah non, tel n'est pas de notre village, tel n'est pas pur sang, tel n'est pas ceci. Quand ils vont venir vers vous, là, dites, il n'y a pas de problème. Depuis que vous-même, là, Dieu même, là, vous avez créé le titre foncier de la Côte d'Ivoire pour remettre à Dieu, là. Vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? Et puis les Ivoiriens ont senti vraiment que le pays, là, c'est pour vous. Parce qu'il ne suffit pas de dire, c'est pour moi, c'est notre pays, c'est comme ça. Mais un enfant qui n'arrive pas à maintenir la cour de son papa, c'est un exemple que je prends. Est-ce que le père même sera fier de cet enfant-là? Est-ce que ton papa n'aura pas honte en public quand tu vas taper ta poitrine, dire c'est mon papa, c'est mon papa? Il va dire, mais oui, c'est vrai, c'est mon enfant, mais c'est un vaurien. Personne n'est fier d'un vaurien. En réalité, tous les politiciens comme les Laurent Gbagbo, les Bédier qui viennent, c'est nous les Ivoiriens, c'est pour nous la Côte d'Ivoire, c'est comme si ceci. C'est des gens qui ne valent absolument rien. Est-ce que toi, population, c'est à toi je parle, toi tu vas décider de donner ton destin à quelqu'un qui ne vaut rien? Et puis tu veux que la Côte d'Ivoire, demain là, tu puisses taper ta poitrine. Celui qui n'est pas ivoirien là, Alassane Ouattara là, celui qu'on dit qui n'est pas ivoirien là, regardez, grâce à lui, en moins de 10 ans, aujourd'hui là, les Ivoiriens tapent leur poitrine. Aujourd'hui là, tout le monde sait ce que vaut la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, il a fait la fierté de la Côte d'Ivoire à l'international comme en interne. Il a redonné la confiance à l'Ivoirien. Voilà ce qu'on appelle un homme en vrai. Et voilà ce qu'on appelle un enfant digne. Alassane Ouattara n'a pas besoin de prouver qu'il est ivoirien. Alassane Ouattara n'a pas besoin que quelqu'un lui donne une place. En réalité, ce qu'il a fait mal, c'est la place qu'Alassane Ouattara est venu prendre. Parce qu'il en a les capacités, il en a la connaissance, il en a les relations à tous les niveaux. Et c'est ça qui fait mal. Comment un seul homme peut venir pour venir montrer la médiocrité de tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait mal. Pourquoi Alassane Ouattara est venu? Nous, les politiciens, Laurent Gbagbo, Bédier et autres, nous, là, on avait pris la politique là comme notre mangement, comme un clan de famille. Personne d'autre ne devrait rentrer dedans.
Pourquoi lui, il est venu et puis il est venu gâter tout ça. Il a montré aux Ivoiriens que la politique, là, c'est d'abord travailler. Donc, comme c'est comme ça, là, par jalousie et puis par médiocrité, là, nous, on va dire qu'il est burkinabé. Pourquoi Alassane Ouattara est venu? Il dit, politique, là, c'est pas venir parler pour faire rire les gens. Politique, là, tu parles peu, mais tu travailles. C'est ton travail, là, qui va faire que les gens vont te respecter. Comme Alassane Ouattara, lui ne veut pas faire la politique comme nous, Bédié et Gbagbo, là. Lui ne veut pas faire de la politique un champ de distraction. Il ne veut pas faire de la politique un champ pour essayer de catégoriser le peuple. On va dire donc que c'est un burkinabé. Comme lui, Alassane Ouattara, lui, la politique là, lui, pourquoi il est plus fort que nous? Pourquoi lui, les Blancs l'aiment plus que nous? Les Blancs l'aiment plus que nous autres parce que il a pris le temps de voir ce qui est sérieux dans la vie et de s'intéresser à ce qui est sérieux. Alors que nous là, tout ce qui n'est pas du tout sérieux là, c'est ce que nous on aime. Créer toujours des conflits entre les populations et puis maintenant, essayer de jouer les pompiers. Essayer de tuer une partie de la population. Essayer de s'asseoir, boire le vin et puis maintenant dire que la Côte d'Ivoire, à travers les chemins de sa vie, de Bédié, voilà, tel peuple est comme ça, tel peuple est comme ça. Et donc là, Alassane Ouattara lui dit que quand il allait chez les Blancs là, lui il a appris et puis il s'est fait confiance. Lui il ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Alassane Ouattara dit, un homme là, quand tu sais que tu as des capacités et des compétences là, tu ne cherches pas à plaire à quelqu'un. Tu montres ce que tu connais. Or nous là, ça ne nous arrange pas du tout. Parce que nous, on sait qu'on ne vaut rien. C'est pourquoi on est méchants. C'est pourquoi on est très radicaux. Et c'est pourquoi on est contre tout ce qui peut ouvrir les yeux de la population. Depuis 60 ans, le courant devrait être un luxe dans les grandes villes, dans les quelques grandes villes. Les routes devraient être un luxe. Mais Alassane Ouattara est venu la démystifier. Donc, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, là, si tu veux travailler, si on te nomme, si tu deviens président, là, si tu veux travailler, là, tous les moyens sont là pour travailler. Mais nous, moi, quand je dis nous, là, c'est-à-dire Bédié, Gbagbo et autres, là, tous les autres politiciens de la Côte d'Ivoire, là, nous, on détournait cet argent-là et puis on cachait ça en France, on cachait ça en Suisse, on cachait ça dans les paradis fiscaux. Pourquoi lui, Alassane Ouattara est venu? Et puis il prend cet argent-là, il prend ça pour faire goudron, il prend pour faire... C'est ça qui nous fait mal. Parce qu'il est venu montrer que non seulement nous sommes des vauriens, mais que nous sommes des détourneurs d'argent public. Et donc, pourquoi vous voulez que nous on aime Alassane Ouattara? Non, on ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Et donc là, ce qui peut rentrer facilement dans la tête des populations, là, c'est de dire que c'est un étranger. Là, quand c'est comme ça, là, nous, les populations aussi vont croire à ça. Et quand les populations vont croire à ça, ça va faire qu'on pourra avoir un débat pour pouvoir discuter et les gens vont nous écouter. Mes chères populations, toi qui te mets dans ce registre-là, toi qui es là encore depuis 10 ans là, tel étranger, tel n'est pas étranger là. Bon, prenez ceux qui sont ivoiriens là, mettez-les à la tête de l'État. Est-ce que tu vas avoir de la nourriture dans ton assiette pour nourrir ta femme et tes enfants? Est-ce que tu pourras soigner toi-même ta personne et ta petite famille? On peut se mettre sur mieux. Ok, merci à tous les intervenants. Est-ce que tu pourras soigner ta femme et tes enfants? Mais comme tu es un individu maudit depuis le premier jour de la création, toi là, Dieu t'a créé en enfer là. Toi, tu ne connais pas la honte. Tu as 50 ans aujourd'hui. Tu n'as même pas pu, tu as demandé l'argent ici. À tout le monde, on a fait ton mariage pour toi. Ta femme, quand elle devait accoucher, tu nous as appelé, on a envoyé l'argent. Toi, tu n'as jamais eu honte. Mais tu es militant PPACI, tu es militant PDCI. Tu souffres. Et aujourd'hui, ton enfant est malade. Et tu ne te dis pas que ce sont les mauvais choix que tu as faits. Parce que si un Baoulé pouvait sauver le pays là, tous les Baoulés de la Côte d'Ivoire allaient être heureux quand Bédié était là. Si un Djoula pouvait sauver la Côte d'Ivoire là, tous les Djoula allaient dire aujourd'hui, Dieu merci. Si tous les BT, autant de Gbagbo avaient dit aujourd'hui là, tout va bien, la vie est moins chère, tout. On allait savoir que les xénophobes là, vraiment ils ont une bonne politique. C'est pas l'ethnie de quelqu'un qui peut faire que son ethnie là va être à l'aise dans le pays là. C'est le travail que la personne va faire là, qui va faire que tout le monde sera à l'aise. Quand on construit un hôpital là, on ne demande pas l'ethnie de quelqu'un. Quand on construit une route là, on ne demande pas ton ethnie avant de passer dessus. Quand ton enfant doit aller à l'école là, on ne demande pas son ethnie. Mais toi tu es resté dans l'affaire d'ethnie. Comme c'est mon parent, je vais le soutenir. Bon, maintenant là,
Voilà, ton enfant est malade, il va mourir. Comme c'est ton parent là, va lui demander de t'aider. Comme c'est ton parent là, Kakawa n'a pas payé, non? Parce qu'il n'y a pas route. Comme c'est ton parent là, va lui dire il n'a qu'à venir faire route. Voilà le sens de la politique. Et si vous ne cherchez pas à demander ce qui vous arrange, c'est ce qui vous dérange là que les politiciens vont vous donner. Et c'est ça. Et c'est dans ça que les politiciens comme Babo Laurent, Bédier se sont spécialisés. Et donc, chère population, faites beaucoup attention. Un politicien, ça se choisit sur la capacité qu'il peut apporter, son efficacité, et non sur les appartenances ou les proximités qu'on a avec lui, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient idéologiques, ou même qu'elles soient tribales. On ne choisit pas un politicien parce que c'est notre parent du coin, ou bien c'est notre cousin ou même notre neveu. Il peut être la personne même qui va vous faire le plus de mal. Et ça, il faudrait que vous reteniez cela. Pendant cette période d'élection, ça va beaucoup vous aider et ça va permettre aux politiciens de se dire, ah, les populations là, elles ont compris beaucoup de choses maintenant. Il faut qu'on se mette au travail, il faut qu'on soit sérieux et c'est ce qui va améliorer la qualité même de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et donc, cher grand-mère, c'est ce que j'avais voulu ajouter. D'accord, merci beaucoup. Merci, et puis je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va vous souhaiter une excellente soirée.